Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément dans une nouvelle vidéo de ma série d'actualité qui traite de la photo et de la vidéo où, je le rappelle, le concept pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour ceux qui découvriraient pour la première fois ce genre de vidéo, où en fait, une fois par semaine, je vais résumer l'actualité de tout ce qui se passe en photo et en vidéo. Parfois, j'ai même déterré de vieux articles. En bref, on discute un peu librement sur des choses. N'hésitez pas aussi, comme je le dis souvent, à m'envoyer des idées d'articles, des sujets dont vous voulez que je parle sur cette émission ou que je débatte avec vous tout simplement. Alors, commençons tout de suite avec un article du Monde, lemonde.fr, qui ne sera pas passé inaperçu si vous vous intéressez donc un minimum à l'imagerie numérique, qui parle donc, le titre exactement, c'est « Photographier en RAW, une fausse bonne idée ?» Point d'interrogation. Alors, donc c'est un débat qui anime les photographes depuis très longtemps entre photographier ou non en RAW, les intérêts, les avantages, les inconvénients. Donc cet article va faire un petit peu la liste, on va le voir ensemble. À savoir tout de suite que je précise, donc pour les vidéastes qui regardent cette vidéo, que bien sûr il faut toujours, si on peut, filmer en RAW plutôt que dans une qualité inférieure, ça c'est certain. Alors pour ce qui est de la photo, les avis sont un peu plus mitigés puisque le JPEG compresse moins que les vieux codecs qui sont embarqués dans les caméras, donc on va voir tout de suite tout ça ensemble. Alors il commence donc cet article en disant « Le RAW serait la solution miracle pour capturer des images belles et naturelles ?» Point d'interrogation. Le RAW est-il facile à utiliser? Ça, c'est deux questions intéressantes. Déjà d'entrée de jeu, en cela, c'est bien pensé. Alors, cet article dit que tu devrais régler ton appareil photo sur RAW, tes photos seront meilleures. Ces 3 lettres magiques sont l'un des premiers conseils que l'on reçoit lorsqu'on démarre en photographie, comme un talisman réservé aux initiés de la confrérie. Alors là, je ne fais que citer l'article, donc c'était peut-être un peu abusé le talisman, mais la métaphore était là pour nous faire comprendre finalement ce que voulait dire le journaliste. Donc en effet, généralement on conseille à tout le monde qui débute de tourner la molette ou le menu dans votre réglage sur le petit onglet RAW pour prendre de meilleures photos. Alors déjà d'entrée de jeu, bien sûr, le fait de faire des photos en RAW ne fera pas de vous un meilleur photographe dans le sens premier du terme, c'est-à-dire votre photo sur l'écran du boîtier ne sera pas mieux réalisée puisque ce n'est qu'un format de fichier, et ça ne va pas du tout remplacer votre regard. Ensuite, l'article explique que pourtant les photographes professionnels n'utilisent pas systématiquement le RAW, ce qui est vrai. Cette norme induit de nombreuses contraintes et désagréments. Et sur l'écran d'un ordinateur, la comparaison n'est pas toujours probante. Alors là, il vous montre une image donc entre un RAW et un JPEG sur un écran d'ordinateur et on ne voit pas de différence. Alors déjà, la première critique que je vais faire à cet article, c'est qu'il montre ces images en tout petit. Or bon, vu qu'on est en train de débattre d'un sujet qui a trait à l'image, si on ne voit pas l'image en grand, eh bien on ne peut pas voir les différences entre JPEG et RAW. Donc déjà, bon, c'est une première critique puisque en cela, l'article s'auto-sabote lui-même. Donc ça, c'est dommage. Mais oui, il n'y a pas de différence donc à première vue, d'aspect visuel, surtout avec les boîtiers récents qui font des JPEG de très bonne qualité, avec des algorithmes très performants qui sont intégrés à l'intérieur. Mais la question, c'est pas ça, puisque rappelons-le que le RAW, en fait, ça va être, d'ailleurs comme je le disais dans ma vidéo, les 10 commandements du retoucheur, le mec avait oublié le titre, donc n'hésitez pas à aller la voir. En cliquant ici, et bien dans le RAW, c'est un fichier qui contient plus d'informations empilées les unes sur les autres, qui vont avoir la possibilité d'être exploitées avec un logiciel dédié, mais visuellement, ça n'amène pas de grande différence, à part parfois pour les réductions de bruit, la saturation des images, etc., et même la netteté, parfois. Tout ça pour dire que c'est normal qu'il n'y ait pas de différence sur l'écran entre un JPEG et un RAW. Ensuite, ils utilisent comme argument lorsqu'on troque le JPEG pour le RAW, de toute façon le JPEG étant carrément le seul autre format d'image disponible dans vos boîtiers, l'espace occupé par 5000 photos passe de 20 gigaoctets à 80 gigas. Alors en effet, puisque le JPEG est plus compressé, qui dit compressé dit perte de données. Donc voilà pourquoi acheter finalement un appareil photo si cher pour s'enlever toutes les données sous prétexte que ça pèse trop lourd. Surtout qu'aujourd'hui, eh bien le prix du giga c'est plus du tout la même chose parce que eux ils disent le risque est réel de saturer les capacités de stockage de l'ordinateur et d'être forcé à investir dans un espace mémoire supplémentaire.
Alors, oui, enfin non, justement, puisque, comme je le disais, le prix du gigaoctet a largement baissé et personnellement, j'ai toujours photographié en RAW depuis que je fais de la photo, puisqu'on m'avait dit d'ailleurs ce fameux conseil tourne ta molette sur RAW, je l'ai toujours fait et j'ai jamais eu de problème de stockage et pourtant je ne me suis pas non plus ruiné dans tout un tas de NAS en série. Mais bon, encore une fois, ça sert à rien de se ruiner pour un bon appareil photo si on compresse toutes les données qu'il aurait été en mesure, en capacité d'enregistrer. Ce qui est fort dommage à mon avis. Ensuite, ils disent que certains logiciels n'arrivent pas à lire les RAW, d'autres ont besoin d'une mise à jour. Les logiciels capables de retoucher les RAW sont rares. Et bon, ça c'est pas faux. Lorsqu'on n'a pas le moyen d'investir dans un logiciel semi-professionnel, on se rabat sur le logiciel de développement fourni par la plupart des fabricants d'appareils. Alors c'est vrai que les logiciels fournis avec les boîtiers, normalement là sur le petit CD là, sont assez nazes, l'interface graphique est moche et tout, et c'est assez complexe de comprendre, surtout quand on est un débutant. Mais c'est vrai que de toute façon on peut pas faire l'impasse sur l'euro, hein, même si je vous spoil mon avis déjà d'entrée de jeu, ma conclusion. Mais il faut apprendre à utiliser ces logiciels et l'excuse du prix n'en est plus une, dans le sens où vraiment aujourd'hui les solutions d'Adobe par abonnement sont très accessibles aux étudiants et de toute façon il y a de nouveaux concurrents comme Affinity et je ne sais plus lesquels, là, des nouveaux logiciels qui sortent tout le temps pour concurrencer Photoshop et qui lisent l'euro. Donc voilà, ça me semble pas être un bon argument. Ensuite, ils expliquent que les RAW peuvent difficilement être envoyés sur Internet, vos correspondants ne pourront pas les lire sûrement. Mieux vaut les convertir en JPEG, une manœuvre assez pénible. Alors bon, encore une fois, ça reprend l'argument d'avant. Donc si on a le bon logiciel qui est adéquat, bien sûr, la manœuvre ne sera pas pénible puisqu'on peut traiter en low, par exemple, avec Lightroom. Et donc enregistrer, convertir tout d'un coup en quelques clics seulement, par exemple 1000 RAW en 1000 JPEG, très simplement. Ils appuient aussi sur le fait qu'il y a une pérennité douteuse du format RAW et que les logiciels n'arrivent pas à suivre pour tous les types de formats CR2, NERF, ARW. Alors, personnellement, j'ai jamais rencontré de problème, j'ai pas changé souvent d'appareil photo, c'est vrai, mais ce que je sais, c'est que Lightroom inclut sans arrêt des nouvelles mises à jour, Camera Raw aussi, pour pouvoir lire tout simplement les derniers fichiers RAW des appareils photo. Et même si on n'a pas les moyens d'avoir ces logiciels, eh bien, si on achète un appareil photo récent et donc qui ne serait pas compatible avec d'anciennes applications qui utilisent le RAW, eh bien, généralement, le CD qui est fourni avec ces appareils photo permet de toute façon de lire ces formats RAW, ou au moins de les convertir au JPEG. Donc là encore, ce n'est pas un argument très intéressant. Bien sûr, ça rajoute de petites étapes, mais voilà. En fait, ça dépend. Le format RAW, ça dépend vraiment du type d'utilisateur que vous êtes, du type de photographe que vous êtes. C'est sûr que si vous voulez prendre de la photo sans vous prendre la tête et ne pas faire de retouches du tout, en effet, le JPEG peut être intéressant à ce moment-là. Ensuite, ils expliquent que le RAW protège les ombres et les lumières. Quand le sujet qu'on photographie est violemment contrasté, donc c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre les hautes et les basses lumières, l'appareil a peine à capter les ombres et les lumières simultanément. Voilà, ça c'est une spécificité en fait des capteurs numériques. Contrairement à une idée reçue tenace, le JPEG n'élimine pas brutalement les lumières les plus vives. Oui, en effet, ça c'est tout simplement c'est une croyance populaire qui est due à cause des petits appareils photo auxquels est associé généralement le format JPEG et qui ont une faible dynamique par rapport aux appareils réflexes en RAW. Or donc le JPEG d'un appareil photo réflexe sera toujours différent évidemment que le JPEG de votre téléphone ou d'un petit appareil compact. Et c'est pas parce que les deux s'appellent JPEG que ça veut dire la même chose. Donc dans l'article, ils montrent avec des tests que la différence entre la captation du contraste n'est pas si différente finalement avec du RAW ou avec du JPEG, ce qui n'est pas faux. Là, on parle encore d'un JPEG de bonne qualité créé par un réflexe. Le RAW enregistre beaucoup de nuances entre le pixel le plus sombre et le plus clair, donc 4096 paliers contre 256 en JPEG. Donc ce qui fait beaucoup plus d'état de la matière disponible. Avant la retouche, donc là, la différence n'est pas perceptible. On l'a vu, ils l'ont démontré donc dans l'article avec un avant-après, donc un JPEG ou en RAW sur l'écran, on voit pas de différence. Avant la retouche, ils l'ont bien précisé. Parce que celle-ci change la donne. Le RAW va être donc utile si vous retouchez vos photos. Les nuances du RAW, d'ailleurs ils le disent, les nuances du RAW apparaissent lorsqu'on fouille les ombres profondes de l'image pour révéler des détails cachés ou lorsqu'on sonde les lumières vives. En effet, quand on va pousser donc les curseurs d'augmentation, d'exposition dans les ombres ou de diminution des hautes lumières, eh bien on va rattraper quand même un peu plus de détails avec le RAW et on va surtout avoir moins de montée de bruit, puisque le RAW aura capté
plus d'état de luminosité, d'état de la matière que le JPEG, puisque le JPEG est compressé, donc il faut bien enlever quelque chose, bien enlever des données. Et si ce n'est pas des données visuelles, c'est-à-dire qu'on voit au premier abord sur la photo, eh bien c'est des données en profondeur, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas révéler par la suite avec des logiciels de post-production. Et par exemple, un exemple tout bête, si on sature plus une couleur en JPEG, eh bien elle va arriver plus rapidement à l'écrêtage. L'écrêtage, ça veut dire que les couleurs vont atteindre une sorte de pic virtuel disponible et la couleur va baver, ça va pas être beau, des pixels vont apparaître et ça va être moche. Tandis que le RAW, on va avoir plus de latitude, on va pouvoir pousser le curseur plus longtemps avant que la couleur, les pixels environnants soient dégradés. Donc mon avis au final, pour résumer un peu tout ce qui a été dit, je dirais que pour les débutants, on s'en fout du RAW. Voilà, complètement. Disons que déjà, il faut maîtriser son appareil photo, maîtriser les lois de l'exposition avant tout, puisque le RAW, bien que plus qualitatif, bien qu'il enregistre plus d'état de lumière, eh bien, ne pourra pas de toute façon rattraper totalement une image ratée à la prise de vue. Donc il faut mieux se concentrer en tant que débutant sur la prise de vue, sur le maniement, la technique du boîtier, plutôt que sur comment je vais apprendre à retoucher. Ça, on le fera dans une deuxième passe, dans un deuxième temps, où là, on pourra donc ajouter à son arsenal le format RAW pour décupler encore la puissance de ces images. Et à ce moment-là, on s'en servira du RAW pour les cas extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, un ciel qui va être rapidement surexposé. Surtout les ciels gris, ça va être rapidement surexposé par l'appareil photo. Or, en RAW, en baissant les hautes lumières, on pourra toujours rattraper un peu de texture, un peu de volume. Et ça habillera nos photos de paysage, par exemple. Ou alors dans la montée en ISO. Comme je le disais, on aura moins de bruit et des couleurs qui seront améliorées. C'est-à-dire on aura plus de couleurs, car rappelons-le, moins il y a de lumière dans une image, moins il y a de couleurs, moins de nuances. Or, avec le RAW, on en récupérera quand même un peu. Et surtout, par exemple, si on veut utiliser une application telle que DxO qui va nous permettre de vraiment traiter le bruit en profondeur, le logiciel, les algorithmes qui sont à l'intérieur ont vraiment besoin de toutes les informations qui auront été enregistrées dans le fichier RAW et que ne comportera pas le JPEG. Donc ça marchera moins bien, par exemple, cette option avec les logiciels tels que DxO. Bien sûr aussi, je le rappelle, la balance des blancs ne pouvant pas être changée en JPEG, on a toujours le curseur balance des blancs sur caméra RAW pour changer même si on est en JPEG, mais la qualité sera différente, croyez-moi, vous n'allez jamais retrouver les bonnes nuances de température, de couleur, vous allez juste changer les ombres artificiellement et ça va être dégueulasse, tandis que en RAW, on s'en tape de la balance des blancs finalement à la prise de vue puisqu'on pourra la modifier en post-production et c'est un réglage de moins à régler qui n'est pas forcément intéressant à faire quand on fait de la photo. Par exemple, pour vous dire, moi je shoot toujours en balance des blancs automatique. Ce qui me permet de ne pas réfléchir à ce paramètre puisque de toute façon, je pourrais changer ça en post-production sur n'importe quel logiciel. Et bien sûr, on pourra en RAW travailler les couleurs avec beaucoup plus de nuances et de subtilité. Ça sert à rien d'étalonner votre écran, ça sert à rien de réfléchir à l'association des couleurs si à la fin, on a des couleurs toutes compressées, toutes dégueu. Donc voilà, le RAW permet bien sûr d'exploiter le plein potentiel de ses fichiers, de ses photos et de son appareil. Cet article étant fini, il était assez long, mais c'était vraiment un sujet qui était important. On va passer au suivant tout de suite, qui nous est rapporté par leblogphoto.net. Vous commencez à connaître cet incroyable site. Allez le suivre vraiment, c'est important, il y a de très bonnes choses. Eh bien, il a fait donc un article qui, date pas de cette semaine, mais qui parle des GoPro, des caméras de sport que l'on connaît tous, qui ont servi notamment dans le film Alien Covenant, le dernier film de Ridley Scott, qui donc a utilisé des GoPro pour filmer l'intimité des personnages qui ont été parfois posés sur le sac à dos des héros pour nous amener au cœur véritablement de l'action. On rentre ainsi, on aborde vraiment le point de vue des personnages. Et donc ces GoPro, ces caméras finalement grand public que tout le monde peut acheter. Alors bien sûr, c'est vrai que certaines, suivant les modèles, peuvent atteindre les 400 €, mais ces GoPro sont utilisées aujourd'hui dans des films, des grosses productions hollywoodiennes, ce qui veut dire que le matériel vraiment a évolué à un point et que l'excuse du matos aujourd'hui n'en est plus vraiment une, puisqu'on peut faire de très belles choses. La preuve donc dans le film Alien, il y a de très beaux plans à la GoPro. Alors bien sûr, on sent qu'il y a un étalonneur pro qui est passé derrière, puisqu'on a même du mal à faire la différence entre les plans GoPro et les plans du film, puisque les mêmes teintes sont gardées, etc., etc. Après ça ne remplacera jamais une caméra de cinéma, mais c'est intéressant comment on peut en faire un usage complémentaire finalement. Surtout que ces mini-caméras n'ont plus rien à prouver. Elles peuvent être étanches, elles peuvent résister au choc. Il y a même un mode, en tout cas sur la Hero 4,
ProTune pour avoir un effet justement décontrasté qui reproduit les logs. Bon, bien sûr, ça n'a rien à voir, hein, mais ça décontraste un peu l'image pour avoir plus de latitude en post-production. On tourne en 4K, voilà, donc avec du ralenti incroyable. Enfin bref, ça se colle partout, ça peut se mettre sur une voiture, ça peut se mettre sur une planche de surf, sur un skate, et les plans sont ouf. Tout ça pour rappeler qu'on a à notre portée des caméras incroyables. Actualité suivante rapportée par le site focusnumérique.com, c'est le projecteur Visio. Alors, le projecteur Visio est un projecteur de diapositive nomade et autonome créé par Clément Briand. Alors, il est différent des projecteurs à diapo que vous aviez dans vos salles de classe, les trucs anciens. Celui-ci est portable et fonctionne avec des piles. Quel est l'intérêt finalement? C'est qu'on peut l'emmener partout et donc créer des œuvres originales hors des salles de classe ou hors des salles de projection. Il fait 10 cm de long, sans objectif, je précise, et il pèse moins de 1 kg avec sa batterie. La lampe utilisée par le Visio délivre 1500 lumens au maximum. Enfin, c'est un projecteur à diapositive à objectif interchangeable. Il est donc possible d'y monter toutes sortes d'objectifs photo dans presque toutes les montures existantes, ce qui va nous permettre de faire des effets différents en fonction de la focalisation de la lumière, d'avoir des rendus de perspective aussi différents, tout en projetant des images qui sont plates en 2D. Aussi, ces images plates en 2D, on va pouvoir les projeter, par exemple, dans l'article, on le voit, sur des sculptures, sur des formes, sur des objets déjà existants pour produire des choses aussi dans la réalité, des œuvres qui s'inscrivent dans un certain courant artistique. Donc ça peut être intéressant. Il est possible donc de projeter des images de 6 mètres par 4 mètres. La batterie dure 3 heures à pleine puissance. Voilà, ça peut apporter des idées créatives. Ça peut, voilà, comme je le disais, être un croisement du street art et de la photo, une piste à creuser. Pour plus d'infos d'ailleurs, si vous en voulez sur la photoprojection, n'hésitez pas à vous rendre, donc je mettrai le site en description, sur le site weareprojector.com. Après, il est vendu 220 €, ce qui, je trouve, pour ma part, un petit peu cher pour ce que c'est. Ça, c'est souvent un truc qu'on va utiliser une fois, voilà, pour tester, parce que la personne qui l'a créé a une vraie démarche artistique, a trouvé, c'était une idée novatrice, mais est-ce que ça peut servir pour tous les photographes? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'idée que ça développe est intéressante, et même on peut utiliser, j'avais vu déjà des photos où donc le gars place un projecteur en intérieur, donc là c'est un projecteur typique, là, comme pour lire des DVD, et par exemple, il le projette sur une modèle qui est dans une pièce et ça rend vachement bien. Et pareil, dans les clips, ça peut être stylé. Donc, des idées, voilà, à prendre. Ensuite, le dernier article, et oui, c'est déjà le dernier de cette vidéo, c'est Hard vs Soft Light. Donc, littéralement, lumière dure vs lumière douce, qui nous est rapporté par le site petapixel.com. C'est donc l'article est résumé d'une vidéo du photographe Francisco Hernandez. Donc n'hésitez pas, là aussi je mettrai le lien de la vidéo de ce photographe. En gros, il va analyser les caractéristiques d'une lumière douce et d'une lumière dure sur un shooting mode. Donc c'est un shooting avec un mannequin en extérieur, en plein soleil. Pour déboucher les ombres, il ne va pas utiliser un réflecteur mais un flash portatif. Un gros flash quand même. Et il va tester 3 configurations différentes à chaque fois. C'est-à-dire le flash plus 2 panneaux de diffusion devant. Donc la lumière va être très diffusée, très douce. Les ombres vont être très douces. Ensuite, avec un seul panneau de diffusion devant le flash, puis le flash à nu. Sachant que, rappelons-le, plus la source de lumière est petite par rapport au sujet qu'elle éclaire, plus elle va produire des ombres dures. Des ombres dures étant des ombres contrastées, noires, dont on peut délimiter les bords. Et plus la source de lumière va être grande par rapport au sujet, eh bien vous l'aurez compris, plus les ombres deviendront douces. Et c'est le but en fait de ces panneaux de diffusion qui vont être placés devant le flash, c'est d'augmenter artificiellement la source de lumière et de la filtrer en quelque sorte pour qu'elle produise des ombres plus douces. Alors je vous mettrai de toute façon les photos des différents comparatifs et puis vous verrez bien mieux aussi dans sa vidéo qui est d'ailleurs très bien réalisée. Qu'est-ce qu'il en conclut finalement? Qu'avec une lumière douce, on a moins d'imperfections sur la peau et une réduction des points chauds, donc des points de lumière, des points de surexposition qui pourraient apparaître sur le modèle, mais moins de texture et de contraste dans les matières et j'ajouterai moins de volume aussi. Donc un effet un peu plus 2D sur la photo. Tandis qu'une lumière dure apportera plus de contraste et de netteté au bord de l'image, au bord des formes, au contour, mais plus de points chauds, plus de probabilité d'avoir des points chauds et donc des surexpositions éventuelles sur la peau, qui sera difficile de rattraper, et ceci même en haut, vous l'aurez compris.
Et surtout, ça va créer des ombres qui, si elles apparaissent au mauvais endroit, vont pouvoir être disgracieuses et que l'on ne pourra pas, et je le répète, on ne pourra pas les enlever en post-production. Et encore une fois, même si c'est en RAW, puisque tout simplement, on n'arrivera jamais à atteindre le même niveau d'exposition, puisque la dynamique n'est pas assez élevée. Donc je vais vous montrer quelques exemples de photos. Donc à gauche, la photo qui est tout à gauche, on a 2 diffuseurs qui sont placés sur le flash. Au milieu, on a un diffuseur qui est placé sur le flash. Et à droite, on n'a pas de diffuseur, donc la lumière la plus dure possible. Donc on voit par exemple dans le cas de cette image qu'avec les 2 diffuseurs, ça fait très mode, mais ça fait aussi très artificiel. On dirait que la lumière est bizarre, vient interagir avec le modèle d'une façon dont on n'a pas l'habitude de le voir dans la réalité, puisque on voit très bien dans cet environnement que le soleil tape dur. Or là, on a une lumière parfaite et douce. Donc déjà, ça fait bizarre. Mais pourquoi pas, c'est un style. Et en effet, la peau semble plus douce. Mais le visage se découpe moins. Il semble fondu dans le corps. Tandis que quand on va, par exemple, dans l'image du milieu, là, le visage ressort réellement. Du coup, on voit qu'il y a du contraste, de la matière, du volume. Et ça peut être intéressant. Surtout, par exemple, au niveau des vêtements, où là, la texture même de ces vêtements, les plis, et tout ce qui les construise finalement ressort beaucoup plus et c'est intéressant. Tandis que l'image de droite, donc sans diffuseur, où le flash est à nu, là c'est sûr, on a un peu trop de contraste à mon goût et même l'ombre projetée qui est créée sous le menton n'est pas forcément esthétique et agréable à l'œil. Et bien dans le cas de cette image, je choisirais personnellement soit la première, soit celle du milieu. Sachant que si on choisit la première, le contraste sur les vêtements pourra être accentué, la clarté aussi. Donc la clarté, c'est le micro-contraste entre les différentes zones, ce qui se mariera bien de toute façon avec les ombres douces. Donc pour résumer mon avis sur la question, si vous voulez donner un style à vos photos, n'hésitez pas tout de même à tenter la lumière dure, surtout que c'est trop peu utilisé par les photographes qui tout de suite, à cause des nombreux tutos aussi, préfèrent utiliser la lumière douce, car ça peut vraiment donner de très bons résultats. Mais par exemple, quand vous faites ce genre de photo en extérieur, n'hésitez pas à faire une sauvegarde de cette image, c'est-à-dire faire exactement, carrément la même, avec des ombres douces, tout simplement, pour voir ce que ça aurait rendu, et finalement choisir après tranquillement sur son ordi, puisque retenez bien que le contraste peut être rajouté dans Photoshop modérément, mais que celui-ci ne peut pas être directement enlevé quand il est trop fort, tel qu'avec des grosses ombres. Bien voilà, je vais terminer cette vidéo avec une petite citation que j'ai repérée sur Phototrend qui dit qu'un bon photographe témoigne et qu'un grand photographe rêve. Elle est de Skyler Red. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur ce que j'ai dit aujourd'hui. Je suis ouvert à la critique, au débat. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF gratuitement dans la description où j'explique plein d'astuces pour devenir un meilleur photographe et faire de meilleures photos. Et puis nous, on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. Salut à tous!